Wilfried Adou, Virgile Arouansé. Bienvenue à tous et bonjour. Vous faites bien d'être au grand rendez-vous, le service après-vente hebdomadaire de l'actualité sociopolitique du Soleil FM. Nous sommes au 125e numéro de ce programme et Vigile Arouansé, comme à son habitude, est ici présent, calé devant son micro. Vigile, bonjour. Bonjour Wilfried Adou, bonjour à tous. Alors, cher Vigile, nous avions convenu d'observer périodiquement des haltes pour nous pencher sur des situations particulières. Alors, parallèlement à l'actualité de cette semaine, le sujet qui retient l'attention se rapporte à une ville manifestement sujette à des tourments de gouvernance, mais aussi une ville vétuste, une ville martyre de la politique, une ville meurtrie, abandonnée dans le dénuement, et qu'on affuble du titre inutilement ronflant de capitale. Vous l'avez sans doute compris, de Porto Novo. Nous parlerons largement dans cette édition du grand rendez-vous. Et pour cet exercice dont nous nous sommes fait la promesse, nous avons convié des gens qui connaissent Porto Novo et qui ont des choses à dire. Chalman Yakoti, bonjour. Bonjour. Vous êtes le seul halogène noyé dans les conseillers du parti du Renouveau démocratique, parti dominant au conseil municipal de Porto Novo. Vous êtes élu sur la liste Union fait la nation. Vous représentez donc la minorité dans ce conseil. Un peu comme le disait Vigile avant l'entrée dans ce studio. Si le PRD à Porto Novo était une règle, vous en êtes la seule exception. Et puis, il n'y a pas une seconde exception ici. David Biokou, bonjour. Bonjour. Vous étiez très proche du PRD, vous êtes même élu conseiller municipal sur la liste de PRD, vous avez été vice-président du parti, vous êtes administrateur de société, précédemment directeur de la SPA, cette société-là qui fabrique les plaques de nos voitures, et donc vous êtes un produit du grand parti qui gère la ville de Porto Novo depuis le début de la décentralisation. Mais dernièrement, vous avez vu parmi les soutiens du candidat Patrice Talon, désormais président de la République. Alors, je voudrais préciser que pour le besoin de clarté de ce débat, nous avions trouvé nécessaire, et nous y avons travaillé d'ailleurs, toute la semaine pour convier un conseiller élu et qui représenterait la majorité du PRD au conseil communal à Porto Novo pour venir nous expliquer un certain nombre de choses dans cette émission, mais en vain, tout en espérant qu'il ne s'agit pas là d'une fin de non-recevoir. Nous avons donc décidé d'y aller avec nos deux invités qui, eux, sont bien disponibles. Messieurs, nous vous remercions, Vigile et moi, nous vous remercions d'être venus expliquer, commenter et analyser sur la base des actes posés et de la parole entendue les faits significatifs de l'actualité relative à la ville de Porto Novo. Alors, commençons sans formalité par les principaux sujets qui ont fait l'actualité. Nous y allons rapidement, une fois n'est pas coutume, parlons de choses relatives au sport. Vigile Arouansé, l'actualité insolite dont on ne peut s'empêcher de parler, c'est le retour dans des conditions assez insolites également de Anjoré Moucharaf à la tête des instances du football local, la FEBEFoot, conseil malade d'une gouvernance approximative depuis bien longtemps. Que vous inspire ce à quoi nous avons assisté cette semaine et que personnellement je m'interdis de qualifier, Monsieur Yankoti? Merci beaucoup Wilfried. Et d'entrée, je remercie la radio Soleil FM et tout son auditoire aussi. Et par rapport à l'actualité dont vous parlez, c'est vrai, je ne suis pas un accro du foot en tant que tel. Moi non plus, rassurez-vous. Mais je voudrais dire, on prend les mêmes, on recommence. C'est un peu triste pour notre pays. Et je crois que, en tout cas, le peuple a avisé. Et je n'ai pas grand chose à dire par rapport à ce sujet. Merci. David Biokou. Oui, merci pour cette invitation. C'est vrai, moi aussi je me retrouve dans le même schéma que vous. Le football, c'est pas ma chose. Mais écoutez, c'est le sport phare, donc on a un regard, nous suivons, nous sommes des observateurs de cette ballon ronde. Alors, pour ce qui s'est passé, je vais vous étonner. Moi, je crois que donner à César ce qui est à César. Permettez à ceux qui connaissent la chose de faire la chose. Il y a eu un moment, vous savez, Moucharaf, je n'ai
suis pas rapproché de lui, mais c'est un monsieur qui est moulé dans la chose. Quand vous voyez, ils sont un certain nombre en Afrique. Moi, je trouve que le football aujourd'hui est devenu un réseau, et un réseau de connaisseurs. Et celui qui n'est pas initié ne peut pas entrer. Alors, moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'agité autour de la chose. Alors, ce monsieur, il a eu le temps de se faire dans le milieu. Il a fait beaucoup d'années. Il a su connaître les réseaux de la chose, de ce milieu. Alors, donc, le faire revenir, et là, en ce moment, je crois que ça vaut. Vous avez vu, ils ont tout fait. Ce n'est pas les Béninois qui l'ont remis, mais c'est l'Afrique, c'est le monde du football. Ils ont mis les éléments nécessaires pour pousser le pays à le remettre. Donc, ça veut dire quoi? Il connaît bien le milieu. Maintenant, ce qui a lui demander, nous avons vu son passé, il est revenu. C'est à lui de mettre les jalons. Donc vous pensez que son passé plaît dans sa faveur et qu'il fera un très bon président et que désormais il n'y aura plus de problème à la Fédération béninoise de football. Le ballon rond va rouler normalement, la cohésion va revenir et tout va bien. Vous pensez que ce qui s'est passé vendredi va apporter tout ça? Là, aujourd'hui, il y a un calme. Vous pensez qu'il y a un calme? Oui, il y a un calme. Qu'on veuille ou pas, au moins nous allons jouer dimanche. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est aujourd'hui que nous jouons. Mais s'il n'y avait pas ça, ce compromis, on ne serait pas sur le terrain. Excusez-moi, ce que je ne comprends pas personnellement. Quel est l'enjeu de ce fameux match du dimanche dont tout le monde parle tant? Le Bénin serait-il qualifié à la Coupe du Monde de football ce soir? C'est ça? Non, ce n'est pas ça, mais c'est un élément fondamental. Il faudrait que, si le Bénin est écarté, ça veut dire que nous n'irons pas à la Coupe. On sera pas. Mais on est déjà allé à quelle coupe, M. Biokou? Depuis Mathusalem, à quelle coupe sommes-nous allés déjà? Au moins, on participe avant qu'on ne nous arrête. Et ça profite à qui? Et ça profite à qui, cette participation? À force de forger, on devient forgeron. Il faut que nous participons pour qu'un jour, nous soyons gagnants. Oui, mais votre président, enfin je le dis comme ça, le bon Anjorin Moucharaf, il a été élu. Le Bénin va participer au match de ce soir. Mais à quel prix, M. Biokou? À quel prix? Au prix donc du refus d'appliquer cette décision de justice, c'est honorable pour le pays? Mais moi je vous retourne la question en vous disant, est-ce que c'est heureux que notre milieu footballistique soit divisé et qu'on en parle sur toutes les chaînes, même les chaînes internationales, dans les journaux, dans la presse, c'est pas bien. Qui sont ceux qui divisent le milieu du football? Mais c'est un gâteau. Ils trouvent que le football est devenu aujourd'hui, c'est comme un peu la politique. Mais Anjorin ne le trouve pas, lui. Non. Pour lui, ce n'est pas un gâteau, M. Biokou. Oui, mais c'est Anjorin, reconnaissez. Il n'aime pas le gâteau. Apparemment, il n'aime pas le gâteau, Anjorin Moucharaf. Non, Anjorin n'a jamais été le gâteau, mais c'est on trouve que le football, la chose football, est un gâteau où on peut se faire de gros sous, on peut se faire de l'argent, et ils ont une fameuse carte que tout le monde veut avoir pour pouvoir être représenté. Très bien, on comprend votre position, M. Biokou. Il y a ceux, monsieur Yakouti, il y a ceux qui pensent qu'il faut soustraire le Bénin des instances internationales du football, qui se comportent souvent comme la mafia sicilienne, et pour nous guérir de la pagaille pathologique qui englue le secteur du football et les autres, qui pensent et qui ont travaillé au spectacle que vous avez vu vendredi. Quelle est pour vous l'option la plus correcte? On s'organise d'abord avant de se présenter aux autres, ou bien on se présente aux autres dans la pagaille ambiante et puis on continue dans le même désordre? Merci Wilfried. Je m'étais réservé un peu de me prononcer sur la question, mais je dois vous dire... Non, allez-y, s'il n'y a pas de question tabou. Je suis il n'y a pas de question tabou dans cette émission. Je crois qu'on ne doit pas craindre la sanction. Et c'était une occasion qu'on pouvait aussi saisir pour disons, reprendre tout ce secteur de football de notre pays, parce que on a le souci d'aller à la CAN. C'est pas évident aussi qu'on saute, c'est aussi possible qu'on saute. Mais je dis, on pouvait saisir cette occasion pour essayer de reprendre tout ce système tout ce système footballistique de notre pays, parce que on constate que les gens se mettent devant. On va rater le match de ce soir, on risque de ne plus aller à la CAN, mais on aura quand même le temps de renaître, comme on dirait. Voilà, de renaître, comme on le dit souvent.
Moi, je c'est vrai qu'il y a une décision que le de Bénin gagne justice. cette compétition. Parce Oui, que le match de ce soir, on nous a vanté le match. Non. Le Bénin doit jouer le match de ce soir. C'était la fin du monde si le Bénin ne jouait pas ce fameux match de ce soir. Donc, je cherche à comprendre encore les enjeux. Enfin, il faudrait bien que quelqu'un m'explique. Je suis un inculte, je le confesse. Nous allons prier pour que le Bénin gagne. Mais je voudrais dire que c'est vrai, ce qui est un peu déplorable, et la FIFA souvent c'est une mafia. C'est vrai qu'ils ont leurs tribunaux, mais lorsqu'un pays souverain prend des décisions et que ces décisions trouvent de difficultés à être appliquées, cela laisse un peu à désirer. C'est là où moi je suis un peu peiné pour, disons, ce secteur qui constitue le secteur footballistique. En tout cas, je ne suis pas trop un accro, mais je suis de loin de ce qui se passe. Oui, moi non plus. C'est d'ailleurs la toute première fois de ma vie que je parle de football à la radio, rassurez-vous. Parce que non, c'est vrai, je suis sérieux. C'est la toute première fois que je parle de football parce que bon. On doit pouvoir s'intéresser tous maintenant. Hein, parce que non, pas forcément. Pas dans cette bagaille, désolé. Il faut que nous réorganisons. Si on ne peut pas réorganiser, que l'équipe doit aller jouer toujours pour perdre. Combien de fois avons-nous déjà gagné quelque chose? Les équipes gagnent quoi, monsieur David Biokou? Osons nous regarder dans une glace. Qu'est-ce que nous produisons depuis des millénaires? On parle toujours de la crise de football, la FEB foot, ça tombe. Et surtout, c'est toujours les mêmes personnes qui font la pagaille. Et il n'y a personne dans ce pays pour leur dire, écoutez, on réorganise et puis on est plus performant. Non. Mais enfin, si on n'est pas capable de ça, continuons. Peut-être qu'un jour nous gagnerons la Coupe du Monde. Nous sommes dans le nouveau départ. Ah, d'accord. Et le président Moucharafou nous a promis de gagner ce match. Le nouveau départ, il ne suffira pas d'un point de vue de l'incantation pour guérir la faible foot des mots dont elle souffre depuis si longtemps. Le grand rendez-vous. Alors, chers invités, Aboulaye Biotchane, ministre d'État en charge du plan et du développement, ancien directeur Afrique du Fonds monétaire international et ancien président de la Banque ouest-africaine de développement, a accordé une interview au journal Le Monde Afrique pour évoquer l'héritage de Boni Aï qu'il juge catastrophique sur le plan économique. Les chiffres qu'il a alignés, vous l'avez suivi, sans doute, n'ont rien de glorieux pour le docteur en économie, grand banquier qui gérera le pays 10 ans durant 10% du PIB comme déficit, soit environ 450 milliards de francs CFA, 50 milliards d'arriérés en 2014, 50% de dépenses objets, etc. À la suite de cette interview, toute cette semaine, certains journaux ont publié la réplique injurieuse et sans signature d'un groupe anonyme qui se fait appeler, je ne sais pas, Vigile. Bien sûr, je suis en train d'oublier. Enfin, c'est pas grave, c'est pas bien. Le Bénin d'abord. Le Bénin d'abord. Très bien. Alors, certains estiment qu'il s'agit d'agitation orchestrée par l'équipe sortie afin d'empêcher de publier. Je ne sais pas, les audits qui les obligeraient à rendre compte. Quelle est votre opinion sur cette affaire, M. Yankoti? Merci, M. Lufrid. Et je dois vous dire que le parti auquel j'appartiens s'était toujours opposé au régime défunt. Il faut reconnaître que ce n'est un secret pour personne. Quand on voit la gabégie, tout ce qui s'était passé tout au long de ce régime, il n'est pas dit que tout est mauvais. Mais il était aisé de constater que l'orthodoxie financière n'était pas pour autant respectée. Connaissant le ministre Aboulaye Biotchane, je crois que pour notre passé récent, en tant que ministre des Finances, c'est sous le règne du régime de Kérékou que nous avions eu le meilleur taux de croissance. Jamais atteint, même pendant le régime de taux de croissance à 2 chiffres, toujours annoncé. Il faut avouer que moi, je fais beaucoup foi à notre ministre, à ce ministre-là, parce que c'est quelqu'un qui a une méthodologie de travail très très particulière. Il est très raffiné dans ce qu'il fait. Et s'il annonce, ça ne me surprend pas. Parce que je me rappelle qu'une fois déjà, il a eu à contester, disons, le taux de croissance annoncé par le régime. Une fois déjà. La guerre de 5%. Voilà, cela ne m'étonne pas qu'il vienne et qu'il revienne dire que nous avons un déficit de 50 milliards, des montants aussi faramineux annoncés. Et vous aussi, regardez, à la veille du départ de notre président Yahi Boni, on procède à l'acquisition d'un nouveau avion pour le Bénin.
Dans quelles conditions? On ne le sait pas. Il y a tellement eu... Il a parlé de voitures, de nombreuses voitures qui sont des voitures blindées, tout ça là. Je crois que ça ne doit étonner personne. Ceux qui réagissent, bon, cherchez à vérifier leur position par le passé. Ça ne nous étonnerait pas s'ils réagissent comme ça, parce qu'il faut défendre quelque chose où disons, si tu as fait partie d'une équipe et que tu ne réagissais pas, tu es aussi comptable. Au fait, ils sont en train de vouloir nous distraire. Ce que moi je voudrais dire, et nous pensons que c'est regrettable pour le Bénin, parce que cela se sent. Et cela se sent, et je crois que nous aurons un peu de difficultés. C'est pour cela, même quand vous voyez, le temps est dur. Le temps est dur. On pense que le nouveau régime ne mène pas encore les actions qu'il faut. Vous savez... Vous êtes impatient? Bon, on n'est pas impatient. Bon, bien au contraire. Pour moi, je dis souvent, lorsque vous voulez construire, les efforts qu'on fournit à la fondation, ça ne s'aperçoit pas vite. Et lorsqu'on veut faire un bon bâtiment, bon, en réalité, je considère le Bénin comme un hangar, et que le nouveau régime qui vient voit que vraiment il y a lieu de refaire un soubassement qui pourrait permettre quand même aux Béninois d'être mieux à l'abri. Et ce qui se passe, c'est que les gens sont pressés de voir cette fondation déjà à la hauteur. Et le régime nouveau veut faire des réformes. Et ces réformes-là, c'est pas ça qui intéresse véritablement le Béninois. Le Béninois était déjà habitué à un rythme de vie. Mais le régime qui vient dit, nous allons faire des réformes, mais sur le quotidien du Béninois, ça ne va pas. Or, l'autre régime précédent jouait sur ça. Et c'est ça qui explique la gabegie financière qu'on a eu à observer. Donc, je vous rejoins pour dire, ça ne m'étonne pas qu'on observe une gabegie du genre. Et c'est à déplorer. Je vous remercie. Revenons à ces affirmations donc de Abdoulaye Biotchané. Vous avez dit tantôt qu'il avait déjà l'habitude de contester les chiffres de croissance, taux de croissance notamment du régime défunt. Mais est-ce que Abdoulaye Biotchané parlait pour lui-même ou il parlait au nom du gouvernement dans lequel il est? Non, mais je crois que Abdoulaye Biotchané parlait au nom peut-être de l'opposition, en son nom personnel d'abord, et au nom de l'opposition, et en tant que technicien. Quand il parlait à l'époque. Parce que, étant un spécialiste du domaine, quand même, c'est quand même très grave qu'il soit là et qu'on soit en train de tromper tout le peuple. Je suis un peu désolé, je crois que ça ne m'étonne pas sa réaction, et puis ça ne devrait pas vous étonner non plus. Alors, ce qui paraît surprenant dans cette affaire David Biokou, c'est le silence plat des compagnons zélés de Boni Yayi qui se cachent et désormais laissent des jeunes gens qui ont peur de signer ce document, un magma de charabia présenté comme un communiqué. Pourquoi se taise-t-il à votre avis? Je vais vous dire, peut-être vous étonner. Vous voyez un malfrat qui est pris en flagrant délit 1, 2, 3 fois, mais qui n'a jamais été arrêté et mis en prison. Il se croit tout permis. Il se croit roi et il fait ce qu'il veut. Et je crois que c'est ce qui est en train de se constater. Vous voyez, quand moi j'ai lu ce document, comme vous le disiez si bien, mais c'est des gens qui ont participé à ce gouvernement du président Boni Yayi, qui se mettent derrière et qui concoctent des choses et font signer par d'autres. Et pour pouvoir faire quoi? Et justement là-dessus, est-ce que vous avez pu vous trouver des images, hein, des visages, j'allais dire, à ce texte? On sait bien le faire, les gens savent bien le faire. On met un nom même qui n'existe pas. On compose un nom et on le fait signer. Enfin, nous avons cherché, Vigile et moi, toute cette semaine à identifier ces personnes qui ont signé ce communiqué parce qu'on avait bien envie de les convier à cette émission, quand même pour venir expliquer. Biotchané a dit des choses précises. Moi, j'ai une sainte horreur des chiffres, mais ce qu'il a dit, c'est clair, j'ai compris un certain nombre de choses. Est-ce vrai? Je n'en sais rien. Mais puisqu'ils se sont proposés d'apporter la contradiction, on devrait les avoir ici, sur des plateaux de télévision ou sur des radios ailleurs, pas forcément dans notre studio. Vous avez compris alors. Voilà, pour qu'ils viennent nous expliquer, est-ce que les chiffres qu'il a avancés sont faux? Oui, ces chiffres sont faux. Pourquoi sont-ils faux? Comment sont-ils faux? Etc. Mais nous avons tenté, partout où ils ont publié leur communiqué, leur fameux communiqué, nous avons tenté de retrouver leurs traces, mais
Mais en vain, il n'y a personne pour parler en nom de. Mais ceci peut tenir en même temps d'un appel. Ils peuvent toujours se présenter. Oui, bien sûr, c'est pourquoi je le rappelle. Si cela les inspire, ils peuvent toujours venir. Nos studios sont ouverts pour les recevoir ici. Pour qu'ils nous expliquent un peu qu'est-ce qu'ils connaissent des chiffres et pourquoi tout ce que Bio Tchani a dit là est faux. Je continue pour vous dire, mais vous ne les verrez pas. Ils sont avec vous, c'est les gens que vous savez. Non, ils vont vous surprendre, monsieur. Ils viendront, c'est sûr. Non, vous ne le verrez pas parce que je suis sûr, je vous dis, c'est un nom futif, ce nom-là, qui est posé en signature. Mais je vous dis, Bio Tchani, et quand vous regardez le gouvernement du nouveau départ, mais c'est des technocrates. Bio Tchani n'a plus rien à prouver, nous, on n'a plus rien à démontrer. Et nous aussi, nous qui sommes aussi des financiers, qui avions regardé dans les lignes des colonnes des journaux, je vais vous dire, mais quand on parle d'un budget, mais c'est clair ce que le président Bio Tchani et le ministre d'État a constaté. Vous avez des colonnes, vous avez 2 colonnes, l'entrée, sortie, l'actif, le passif. Vous présentez un budget pour l'année. Vous dites que oui, nous avons besoin de dépenser 10 000 francs pour l'année. Ok, c'est bon, il y a des dépenses de 10 000. Mais il faut chercher aussi des ressources de 10 000, des entrées de 10 000, ou au-delà de 10 000, pour avoir un gap, pour rester dans les lignes. Mais vous voyez vos entrées, les dépenses qui l'emportent sur les entrées. Mais il y a déséquilibre, il y a inflation, et c'est ce qui s'est passé. Ce gouvernement n'a fait que ils ont gouverné tout le temps comme ça, où on dit il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État. Combien de fois on a parlé de ça pendant les 10 ans du président défunt. Mais il faut que... Non, du régime défunt. Il est toujours là. Le président est toujours là. Le régime défunt. Le régime n'existe plus. Le régime n'existe plus, mais bon, le président, il est bien là. Bien sûr. Voilà. Alors, monsieur Yankouti, cela pose quand même un problème, le problème de la reddition des comptes qui était ici au rang de slogan sous Boni Yayi, mais dont apparemment ses compagnons et lui ne veulent plus depuis qu'ils ne sont plus aux affaires. À votre avis, que doit-on faire de la gouvernance de Boni Yayi aujourd'hui? On passe sous tous les scandales, par perte et profit, ou on tente quand même de les solder? Qu'est-ce qu'on fait? Oui, merci. Et je voudrais rebondir un peu sur, disons, la question que vous aviez posée à M. Biokou pour dire que en réalité, sous Boni Yayi, on l'avait aussi vu au début dénoncer, dire que le régime Mathieu Kérékou lui avait laissé 200 millions dans la caisse. Il avait laissé 200 millions. Comme quoi, bon, le régime qui vient doit quand même se défendre et dire la situation au moment où on prend le pouvoir. Donc ça ne m'étonne pas et ça ne doit pas étonner, ça ne doit même pas les faire réagir parce que les autres en son temps n'avaient pas réagi. Donc pour revenir maintenant à la préoccupation que vous posez, je dirais simplement que nous avons besoin de réviser notre constitution, surtout en ce qui concerne le fonctionnement de la Chambre des comptes. Et c'est un peu triste que l'on gère souvent les ressources publiques, mais après on cherche de l'amnistie, on cherche à ce que les gens soient graciés, et puis des fois même, c'est comme si on commettait un péché de dénoncer, de critiquer un régime où des gens qui ont eu à gérer, et on a les preuves tangibles qu'il y a eu des détournements, mais malheureusement on n'arrive jamais à poursuivre. C'est pour cela que je dis les réformes sont obligatoires. C'est essentiel. Tout le monde est unanime là-dessus. Donc il faut qu'on fasse tout pour quand même commencer un jour. Moi je crois que c'est important et que la commission qui travaille sur les réformes fasse tout pour que nous puissions rendre vraiment fonctionnels les aspects de la Constitution qui permettront de poursuivre le régime. Parce que quand on vient pour gérer, nous sommes là pour parler de la ville, de Porto-Novo par exemple, mais quand on vient, on doit rendre compte. La reddition de compte... Porto-Novo, on va y arriver. Oui, je sais. Je sais que vous brûlez d'impatience. Non, je ne brûle même pas. Tout n'est pas mauvais. Tout n'est pas mauvais. Tout n'est pas mauvais. On en reviendra, il n'y a pas de souci. Merci. Et je ne sais pas si j'ai... Oui, bien sûr. Alors, justement, sur cette semaine encore, les affaires, vous souhaitez qu'on fasse de la réduction des comptes, qu'on vérifie. Et c'est bien normal qu'un nouveau régime qui s'installe veuille comprendre ce que le précédent a eu à faire. Tout à fait. Et comprendre justement pourquoi il y a
ce manque important de ressources dans les caisses de l'État, parce que ça, c'est ce qu'on ne dit pas. Le gouvernement est en difficulté de trésorerie, enfin pour les confidences et puis derrière des journaux. Non, cela a été dit en conseil. Il a été dit en conseil des ministres et puis voilà, les journaux l'ont publié. Donc je ne t'arrive pas. Mais est-ce que ça vous surprend? Ça ne devrait pas nous surprendre. Non, c'est le contraire qui aurait été surprenant. Voilà. Bon, voilà. Alors maintenant, cette semaine on a ressuscité un certain nombre de dossiers qui ont refait surface au Parlement, ICC Service, PPA2, PVI, beaucoup ferroviaire, qui ont refait donc la une de l'actualité. Une volonté de vider ces dossiers, c'est ça, ou qu'est-ce que c'est? En fait, sur ces dossiers, quelles sont vos attentes? On va commencer par M. Békou. Non, mais comme l'a dit monsieur le conseiller Koti, le gouvernement arrivé doit faire l'état des lieux. Et l'état des lieux amène à voir des dossiers où déjà il y a des interrogations. ICC Service, il faut que ce dossier, on examine et qu'on trouve une solution une fois pour de bon. Si les gens sont impliqués, alors on rentre. Si on vous demandait de proposer la solution, qu'est-ce que vous proposez? Oui, mais il faut ressortir. Bon, je crois que nous avons une justice qui aura sa part de travail à faire. Il faut reprendre ces gens-là, ils ne sont pas morts, ils sont vivants. Et qui sont les auteurs? Qui sont ceux qui sont derrière eux? Nous avons appris dans le temps qu'il y avait des gouvernants de notre pays derrière. Mais maintenant, il faut qu'on fouille et qu'ils payent. Ils ont des milliards qu'ils ont cachés. Il faut qu'ils viennent maintenant payer les gens. Oui, vous tenez leur comptabilité, M. Békou? Mais écoutez, et s'ils sont impliqués. Et l'autre chose, il y a comment on prend 3 milliards qui sont destinés à l'eau, où les pauvres populations, les pauvres compatriotes boivent de l'eau de pluie. Mais c'est pas possible. Et ces gens-là sont là, dans des grosses voitures, dans des grandes maisons. Ah non, il faut il faut que nos députés éclaircissent ces dossiers et qu'on voit clair. Et s'il y a des responsabilités, ces responsabilités sont à situer dès maintenant. Il ne faudrait pas que ça soit après. Moi, je suis heureux que ça a commencé maintenant. Parce qu'après, on dirait oui, c'est parce que c'est la chasse aux sorcières. Non, c'est maintenant, parce qu'on est encore dans l'état des lieux. Quand vous rentrez dans des comptes, on dit le repos à nouveau et on regarde dans le compte. Maintenant, nous sommes à cette période, il faut qu'on vérifie. C'est bienvenu, il faut qu'on vérifie ces dossiers à interrogation et qu'on cherche à les éliminer ou à les fermer une fois pour de bon. Oui, mais comment on fouille, comment on cherche sans pouvoir s'engluer là-dedans, sans s'empêtrer là-dedans? Comment on peut le faire tout en travaillant, en menant à bien donc son mandat, j'allais dire? Oui, mais je crois qu'il y a des commissions au sein de l'Assemblée nationale, des commissions qui peuvent jouer le rôle de policiers et faire des enquêtes et chercher à comprendre, pourvu qu'ils ne soient pas corrompus. Parce que nous voyons dans d'autres pays de grandes et de petites démocraties où les parlementaires sont corrompus. Et c'est ça ce qu'il faut voir. Il faudrait que le président ou le bureau de cette assemblée recherche des gens bien pour pouvoir animer cette commission afin que nous ayons des résultats que nous voulons. Il ne faudrait pas que ça soit le copinage ou machin dans cette commission. La commission d'enquête. Oui. Alors, monsieur Yankoti, oui. Sur la question ici des services, PPA2, PVI et tout ça. Merci. Et moi, je dois vous dire que c'est avec peine. Je reviens sur ce crime financier est le dossier ICC. Vous savez, je suis du monde des finances et quand on observe le fonctionnement, comment ça s'est déroulé, c'est ahurissant et c'est vraiment étonnant de dire que le pouvoir en place n'a pas eu le temps de constater le danger venir. C'est ahurissant. Dans la mesure où c'est d'abord le secteur financier, un secteur qui est suivi de très près. En tout cas. Et il y avait des publicités, aussi bien sur les médias, télé ou autres. Ce n'est pas quelque chose qui s'était fait en cachette. Et peu avant, il y avait eu le cas Bernard Madoff, qui était vivement dans la tête des gens. Et qu'on laisse nos pauvres citoyens se faire gruger jusqu'à hauteur de centaines de milliards. Et que par la suite, on n'arrive pas à prendre des décisions véritablement sérieuses pour dédommager. Le crime là, on doit revenir là-dessus. Il y a eu beaucoup de morts. Il y a eu des gens qui ont vendu, qui se sont ruinés. C'est vrai.
À un moment donné, on a même vu ceux-là, même en audience. Comment ils sont allés en audience? Sur quelle base? Mais le service de renseignement était où? Mais je sais que dans le secteur, dans le monde des finances, bon, on en parlait parce que ça avait eu un impact sérieux sur les dépôts des institutions bancaires et des institutions de microfinance. Où on en parlait parce que les gens allaient faire le retrait de leurs dépôts pour aller faire le placement à ces niveaux-là. Il y avait eu des alertes. Les gens tout ce qui a menacé de mettre. Ils ont peut-être fait l'option de faire la sourde oreille. Ils ont peut-être fait l'option de faire la sourde oreille. Et il faut qu'ils répondent. Donc on doit situer les responsabilités. On doit situer. Je prends le PPA2. Comment un président peut dire je voudrais que vous poursuiviez tel député et que ce soit cette députée qui s'oppose. Vous ne voyez pas que c'est un jeu? Qu'est-ce qu'on veut nous faire croire? Je crois que c'est vraiment déplorable. On a observé tout ça au Parlement. Et pendant que le président dit il faut poursuivre, il sait qu'il a une majorité, il sait qu'il peut tout faire pour bloquer ça là-bas. Oui, mais les députés aussi peuvent s'autodéterminer. C'est heureux déjà que l'on revienne sur ces dossiers. Et moi, qui sont pas forcément. Je pense qu'il faut commencer par poursuivre pour que cela instaure une certaine inquiétude au niveau de la jeunesse même qui envisage ou qui prétend on veut le pouvoir, on veut des positions parce qu'on voit ceux-là qui sont nos devanciers, leur aisance. Vous faites un mauvais procès à la jeunesse? Non, je ne fais pas du tout. Vous pensez que je ne devrais pas aspirer la belle preuve à la prospérité, la belle preuve. Nous-mêmes, nous sommes jeunes et nous envisageons cela. Mais ce que nous sommes en train de déplorer. Mais puisque les modèles de réussite sociale que nous avons sont ceux-là qui au contact de la gestion de la société. Je préfère les jeunes n'ont que ça comme exemple. Il y en a qui sont des modèles plus vertueux. Plus vertueux. Mais ils sont pas nombreux. Ils sont pas nombreux, mais au moins on peut s'inspirer de ceux-là. C'est ce que nous demandons. Si il faut détourner, que cela soit connu, mais lorsque il y a des manifestations publiques où il y a des positionnements à faire, que ce soit les mêmes là qu'on positionne, ça veut dire qu'il n'y aura pas de crainte pour faire pareil. Vous avez déjà noté ça dans les positionnements qui sont en cours depuis le nouveau pouvoir s'est installé, parce qu'il y a beaucoup de critiques sur les nominations. Tout à fait. Vous savez, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Je crois que le président Talon lui-même, il l'entend et il saura comment gérer. Mais sinon, il a redit. Le grand rendez-vous. Très bien, venons-en à Porto-Novo, si vous le voulez bien. Et je commence en rappelant l'une des voix les plus tonitruantes de la ville qui accordait cette semaine une interview à l'un des journaux de la capitale, et je le cite: la municipalité de Porto-Novo, sur laquelle Adrien Humbedi a une forte influence, désole, pour ne pas dire plus. Et cette municipalité qui oublie qu'elle parle et agit au nom de Porto-Novo, la capitale du Bénin, et aussi au nom de tout le Bénin, je dirais, le moment venu, ce que je pense de l'imposture qui est fait sur son qui fait son lit. Voilà. Je recommence cette phrase. Je dirai le moment venu ce que je pense de l'imposture qui fait son lit. Fin de citation. Ce jugement qu'on peut apprécier comme on veut est signé du prince d'Essoji Abeo, à qui on ne reprochera pas de mal connaître la ville de Porto-Novo. Alors, Chalma Yankoti. Oui. Vous êtes conseiller municipal, vous êtes élu Union fait la Nation, on vous perçoit comme un contestataire au sein de ce conseil municipal. Vigile l'a dit, vous êtes l'exception de la règle PRD à Porto-Novo et tout ça. Qu'est-ce qui, à Porto-Novo aujourd'hui, peut justifier un jugement que personnellement je trouve un peu sévère quand même, mais que chacun appréciera de sa position? Merci beaucoup Wilfried, et je dois dire c'est pour moi un grand plaisir de toujours aborder les questions liées au développement de ma ville très chère, la ville de Porto-Novo. Et Porto-Novo mérite mieux. Et je crois que c'est vrai, le doyen Abeo, que je salue au passage, a donné son point de vue. Il estime que le président Humbedi a d'influence sur la municipalité. Mais moi, je ne vois pas sous cette forme. Mais je dirais plutôt que la population de Porto-Novo ne perçoit pas encore la gravité des actes qu'elle-même, elle pose. Parce que, je crois, ça fait pratiquement 13 ans que nous avions confié la gestion de la municipalité de Porto-Novo au parti du PRD. Mais, fondamentalement,
il n'y a pas eu grand changement. Il n'y a pas eu grand changement. Hormis, disons, l'appui du pouvoir central pour certaines infrastructures, on saurait identifier, disons, des actions concrètes de développement que, disons, posées par la municipalité. Posées par la municipalité. Moi, je dois vous dire, Porto-Novo est prise en otage. Et il faut libérer Porto-Novo. Parce que tant qu'on ne va pas libérer Porto-Novo, c'est au fait peut-être ce qu'il veut dire. S'il y a une main invisible qui doit être derrière, alors qu'on lui a donné la possibilité de gérer la ville au cours de la première mandature, ça n'a pas été fait, contrairement à ce qui s'est passé à Cotonou, c'est pas dans l'ombre il faut gérer. Et si nous voyons les résultats de de la gestion de la ville de Porto-Novo, autrement dit, c'est les résultats de la gestion faite par la main de l'ombre. Moi, je m'en tiens à cela. Vous êtes en train d'insinuer quoi? Que la ville de Porto-Novo est gérée en sous-main, c'est ça? De toutes les façons, si je me réfère aux citations du professeur du doyen Abéo, il y a une influence de quelqu'un sur la municipalité. Et c'est pas seulement sur cette municipalité, sur toutes les municipalités de Porto-Novo. Depuis la première municipalité jusqu'à celle-ci. C'est vrai, je suis au conseil, mais je ne suis pas dans l'exécutif. Là où se prennent les grandes décisions, je ne suis pas là. Est-ce que vous êtes déjà écouté dans le conseil municipal? Enfin, je suis curieux de savoir comment ça fonctionne quand on est en minorité, disons, unique. Non, mais souvent je leur dis, et puis on se taquine. Je ne dirais pas que tout est mauvais. Je dois avouer qu'il y a une bonne démocratie. Je m'exprime bien, ils m'écoutent, et je leur dis souvent que je suis la majorité. Parce que, en réalité, beaucoup attendent de moi. Ils sont plus nombreux que moi. Mais en réalité, je dis, ma voix porterait beaucoup plus que la leur. Parce que justement, vous êtes dans la position d'un peu, une position un peu insolite quand même, d'un évangéliste qui est dans le désert et qui crie, n'est-ce pas, à la cantonade, mais que peut-être les gens ne vont pas écouter. Comme la voix de Jean-Baptiste. Exactement, vous direz ce que vous voudrez, et puis ils feront ce qu'ils doivent faire, puisqu'ils sont majoritaires. Justement, et ça s'est passé, et c'est ça qui avait justifié mon recours, parce que j'étais en train de marcher sur les tests. Et j'ai déploré. Ils ont fait comme si je n'étais pas là, je n'existais pas. Et j'étais venu ici, j'avais dit, je suis une aiguille qu'on n'avale pas. On n'avale pas une aiguille. Ça vous reste en travers de la gorge. Ah oui, ça vous reste au travers de la gorge. J'avais saisi le préfet par rapport à ça. C'est vrai que le préfet a réagi par un arrêté. Il a réagi par un arrêté. Que se passait-il en fait au conseil communal? Non, vous savez, je l'avais déjà dit ici, et par rapport aux convocations des sessions. Les textes sont clairs. Quand je prends la loi 97-029, qui dit en son article 18 que pour toute convocation, on doit envoyer les documents, aussi bien l'invitation et les documents aux conseillers au moins 3 jours à l'avance. Même notre règlement intérieur en son article 11 le reprécise. Mais malheureusement, pour la session ordinaire passée, où nous devrions débattre des questions très essentielles. On doit aborder le rapport du maire, on doit aborder des questions liées à l'acquisition de niveleuses, ainsi de suite. La session était prévue. Voilà, était prévue pour le 31 mars. Mais c'est le 30, on nous a envoyé les convocations et les invitations, pas avec tous les documents. Quels prévoient les tests? Alors que les tests disent 3 jours au moins avant. De quel temps disposerons-nous, élus, pour prendre connaissance de ces documents? Sinon, on n'est pas dans un domaine donné. De quel temps on dispose pour nous référer à ceux-là qui sont des spécialistes afin d'aller, parce qu'on doit voter. Et nous sommes responsables de notre vote. Donc, si on ne nous donne pas le temps, on ne nous permet pas de jouer pleinement notre rôle. Donc, arrivé à la session, j'avais demandé un report. Je savais que c'était un piège. Parce que le fait même d'attendre le 31 mars, alors que la loi a prévu les mois dans lesquels on doit faire les sessions ordinaires. Le mois de mars, le mois de juin, le mois de septembre et le mois de novembre, qui est une session budgétaire. Donc, c'est pas quelque chose qui nous surprend. On le connaît. C'est prévu de longue date. C'est dans les tests. Pourquoi la session doit démarrer le dernier jour de ce mois? Ça montre qu'il y a eu une impréparation. Donc, moi, j'ai estimé que je ne me sentais pas. Ça peut être aussi le manque de temps, monsieur. Bon, vous savez, comme on l'a dit, ça ne vous a pas surpris. C'est pas quelque chose qui surprend. Et il y a une administration. Donc, les gens sont là pour quand même rappeler au maire, on doit faire ci, on doit faire ça. Et nous permettre, nous qui sommes élus, quand même de jouer pleinement notre rôle. Bon, je dis, je l'ai fait. Je suis venu ici, je l'ai dénoncé. Le préfet m'a reçu 3 fois.
par rapport à ça. Même le jeudi dernier, la décision du préfet, il a sorti un arrêté. Avant de sortir l'arrêté, on m'a appelé, il m'a dit vraiment, tu as raison, mais pour l'intérêt supérieur de la ville, pour ne pas pénaliser la ville par rapport à ses ressources. Parce que il faut reconnaître que si on annulait la session, comme je le demandais, c'est des points au moins pour la ville. Mais moi je dis une chose. Des points à moins comment? C'est-à-dire, vous savez, chaque année, nous bénéficions des fonds, des ressources du fonds FADEC, qui constitue un appui que l'État apporte à toute municipalité en réalité. Donc en fonction disons du fonctionnement tel que les textes le prévoient, si vous le faites bien, bon, ça ne pose pas de problème. Mais il faut aussi dire que nous avions eu des financements qui n'ont pas été utilisés. Seulement que, disons... Pourquoi ça n'a pas été utilisé? Bon, ça dépend. Vous savez, je ne suis pas dans l'exécutif. Peut-être qu'il y a eu des difficultés en son temps. Mais ce que je peux dire, par rapport à ce dossier, donc, j'ai refait un recours gracieux. Le préfet, après l'arrêté, il a vu que je n'avais pas baissé les bras. J'avais pris une logique d'aller à la Cour suprême. Il m'a rappelé. Je vous dis, les 3 fois que le préfet m'a appelé, c'est toujours pour me parler et vraiment... je profite de votre antenne pour le remercier pour son souci constant du développement de la ville. C'est vrai que ce préfet est unanimement salué dans les départements de... Non, il faut l'avouer, mais je vous dis... Par son management, je peux emporter le... Lui, c'est l'autorité de tutelle. Mais pendant que j'étais en train de dénoncer quelque chose de légal, même mon maire, même le maire de la ville, les gens s'attendent que moi, j'aille encore voir le maire. Bon, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que je ne sais pas si c'est un crime que j'ai commis en dénonçant quelque chose qui n'est pas conforme. Mais à aucun moment, même mon maire n'a pas pris le téléphone. Je l'ai dit, j'ai dit, au fait, il s'agit d'une mauvaise gestion des ressources humaines. Parce que lorsqu'on constate qu'on a été pris par le temps, ça ne nous coûte rien en tant que leader, en tant que manager, de prendre notre téléphone et de voir au sein du conseil qui sont ceux-là qui peuvent être des entraves. Et de les appeler pour dire, pour telle raison, chers collègues, on n'a pas pu vous envoyer dans le délai les documents. Nous vous présentons toutes nos excuses, veuillez l'accepter et puis ça. Là vous avez des questions de management. Donc c'est un problème de management que j'ai posé à ce niveau, mais ça c'est passé. Je crois que après. Alors revenons à ce que Desso Diabéo disait. Il retrace ou dessine un Porto Novo que nous connaissons d'ailleurs. Et la question que je posais, c'était de savoir quels sont les éléments qui justifie ce constat quand même sévère de Desso Diabéo, M. Bekou. Alors, je vous remercie. Il y a un problème dans Porto Novo. Nous avons un problème. Il en a commencé. Vous savez, aujourd'hui, la majorité, c'est le PRD. Ben, enfin, finalement, clarifiez-vous votre position. Vous êtes élu conseiller municipal sur la liste PRD, mais qu'est-ce que vous êtes devenu en temps? Je suis toujours conseiller. Mais pas PRD. Oui, conseiller PRD. D'accord. Je suis allé aux élections. Vous avez une position plutôt ambiguë là. Non. Vous êtes élu conseiller PRD, vous êtes toujours conseiller PRD, mais vous soutenez Patrice Talon qui devient président de la République contre le choix du PRD qui a le reste PRD aussi soutient déjà Patrice Talon. Enfin, donc vous le retrouvez dans le même marigot, tout va bien. Alors, vous étiez au service d'accueil, vous avez accueilli le PRD là. Bon. Écoutez, il était à la porte d'entrée du nouveau départ pour appuyer le PRD. C'est bien que le PRD ait compris et soit de ce bord. Alors, je vais dire, à Porto Novo, il n'y a qu'un seul parti qui se dit grand parti. Et ce phénomène, c'est depuis avant les élections et avant les indépendances et après les indépendances. Porto Novo, quand je dis, il y a eu PRD du président Akwiti. Après, pendant le renouveau démocratique, nous avons connu le PRD de Maître Adrien Ngledji. Et je le dis, et clairement, nous allons connaître, il n'y a pas 203, nous allons connaître un autre PRD. Parce que tel que ça se passe, je suis d'accord avec le conseiller, ça ne se passe pas comme ça. On ne peut pas mettre les gens sur la liste sans connaître où, sans connaître réellement leur formation, leur capacité, leurs possibilités
Bon, Non, pas faire un débat interne. Non, vous avez posé, vous avez demandé. On va pas faire un débat interne au fonctionnement du PAD, ça c'est pas l'objet, mais nous, ce qui nous préoccupe, c'est la ville. Alors, est-ce que ce dont vous parlez influence négativement le développement de la ville? Oui, mais Abios Dessoudi parle de quoi? Que le PAD s'est accaparé de la mairie de Porto-Novo. Il n'a pas dit ça clairement comme ça. Oui, mais c'est ce que vous disiez. Il s'est accaparé de Porto-Novo. C'est ça ce qu'il est en train de dire. Il ne s'est pas accaparé de Porto-Novo. Les Porto-Noviens ont voté pour lui. Oui, mais comment le problème c'est quoi? Ça a une origine. Et donc, en venant réellement, si vous voulez, à la mairie, regardez le conseil municipal, notre conseil municipal. Comme on le disait tout à l'heure. Vous siégez souvent? Moi, je ne sais pas combien de temps j'ai siégé, franchement. Pourquoi? Pas beaucoup. Pourquoi? Oui, mais écoutez, quand vous regardez ce conseil, il y a des bons, c'est vrai, mais c'est pas un conseil tueur, ça. Nous n'avons pas un conseil tueur. Qu'est-ce que vous appelez le conseil tueur? Alors, il faut des gens qu'il faut à la... C'est pas parce qu'on est intellectuel, on a étudié, on a le bac plus 5 ou le plus 8 pour être le premier administrateur de cette ville. Mais il faut un manager à la tête de Porto-Novo. Vous avez souhaité être maire de Porto-Novo. Je ne veux pas. Vous avez souhaité être le maire de Porto-Novo. Ça, je le rappelle aux auditeurs. Je ne veux pas rapprocher ça à ma personne, s'il vous plaît. D'accord, vous rapprochez ça de quoi? Moi, aujourd'hui, Porto-Novo, regardez le conseil, notre conseil. Porto-Novo mérite mieux que ça. On n'a pas besoin, comme le disait, on n'a pas besoin d'être télécommandé. Il faut que les fils et les filles de Porto-Novo puissent parler de Porto-Novo et construire Porto-Novo. Oui, mais en ne participant pas aux sessions, est-ce que vous ne tombez pas dans la faute, vous aussi? Vous êtes élu au conseil municipal sur la liste PAD, parti dominant à Porto-Novo. Vous devez travailler pour la ville, mais vous ne siégez pas. En faisant ce que vous faites, est-ce que vous ne contribuez pas à laisser quand même Porto-Novo dans l'état que je viens de décrire ici? Si vous le prenez ici, je dirais... Non, pour poser autrement, par exemple, est-ce que, par exemple, aux sessions, si vous étiez présent, Monsieur Yankoti ne se sentirait pas moins seul, par exemple? Au moins, vous allez le soutenir, vous serez deux, et vous allez crier peut-être plus fort, et vous allez vous entendre des 28 autres. C'est bien ça, non? Non, pas 28, ils sont 33, le conseil est 33. 33, voilà. Vous savez, 33 autres, c'est une majorité... comment on qualifie? Écrasante soviétique. Je préfère bien cette expression. Une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Il faut même que je sois du 1er au 31 au sein de ce conseil, mais il faut une force. Porto-Novo est délaissé depuis des années, depuis 25 ans. Pas qui? Oui, mais depuis que cette ville s'est retrouvée dans une position, dans une posture de ville d'opposition, mais nous avons constaté elle est délaissée. Bien, alors on va revenir. Je voudrais rebondir, monsieur Wilfried. Accordez-moi une minute. Je voudrais rebondir sur le sujet pour dire à mon collègue conseiller Biokou que nous avons reçu un mandat. Il faut qu'on l'assume. Et je sais qu'il n'est pas très fréquent, mais il faut qu'il soit là. Je l'invite vivement, je saisis l'occasion pour le lui dire en direct que je souhaite qu'il soit là parce que c'est en étant là qu'on peut dénoncer les problèmes et qu'on pourrait... Bon, mais je voudrais aussi dire que le conseil que nous constituons, parce que quand on indexe le conseil, on nous indexe tous, et n'est pas aussi mauvais pour autant. Et vous savez, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau de bain. Et le conseil n'est pas aussi mauvais pour autant. Le problème de Porto-Novo, monsieur Abéo l'a bien signifié. Vous savez, même au sein des collègues PRD, il y en a qui sont pas d'accord sur certains points. Mais ils ne sont pas libres. Je l'ai dit la dernière fois ici. Et les gens se sentent tellement redevables, je ne sais à qui, mais ou bien je dis quelque chose, ils n'ont pas leur liberté. Et c'est grave. C'est grave si on veut vraiment... Ils ont des positions qui sont incapables de soutenir. Ils sont incapables. Vous les voyez en catimini, ils ont une version, mais en public, ils ont autre version. Ça veut dire que le peuple de Porto-Novo est pris en otage. Oui, et je crois que c'est ce que... Prenons les choses une à une. Oui. Cette main que vous désignez, cette main qui agit dans l'ombre, est-ce elle qui
empêche donc la municipalité, l'équipe en place, de balayer par exemple les rues. Non, on va revenir. Je dois vous dire une chose. Allez au régime. Prenons le cas de la mandature de Oseni. Il a suffi que Oseni peut-être ne soit plus tellement obéissant pour qu'il devienne indésirable. Obéissant, ça veut dire quoi? Quand il s'associe au pouvoir en place et qu'il quitte le PAD, c'est ça? C'est tellement qu'il a reçu des ordres. C'est la désobéissance, c'est lorsqu'on te donne des instructions que tu ne suis pas, tu deviens désobéissant. Mais est-ce que ça aussi, c'est pas un peu de l'indiscipline? Disons les choses quand même. Non, mais écoutez. On ne peut pas être membre d'un parti et soutenir un autre parti. Écoutez, Porte-Nouveau pour son développement a besoin du pouvoir central. Moi, je dois vous dire une chose. On ne peut pas arrimer le destin. Est-ce que c'est pour autant que le maire qui est à la tête de justement, je dois vous dire 33 personnes se désolidarise lui tout seul pour aller soutenir le camp d'en face contre son conseil municipal qui est majoritaire? Vous pensez qu'il peut y parvenir comme ça? Non, pas du tout. Ce qui s'était passé, c'est quoi? Vous savez, on dit, vous avez dit dans votre introduction le titre ronflant de Capital. On ne peut pas développer Porte-Nouveau sans l'appui du pouvoir central. Et lorsqu'on mène des politiques qui vont à l'antipode, qui vont contre le pouvoir central, comment voulez-vous que le pouvoir central soit bienveillant à votre égard? C'est pas une question de bienveillance. Non. Vous savez, c'est pas une question de bienveillance, monsieur Yankoti. Non, pas du tout. Reprenons les choses. C'est une obligation. Dans Porte-Nouveau, à un moment donné, Kérékou a compris, il a installé l'agence de réhabilitation de la ville. Et des panneaux sur le boulevard Lagunet. Non, on va revenir sur tout ça. Il l'a fait. Mais ce que je dis, c'est ceci. On a arrimé le destin de la ville de Porte-Nouveau au destin d'un individu. Aujourd'hui, on n'a pas soutenu le président Talon. Je prends le cas du président Talon. On ne l'a pas soutenu. Mais il a suffi qu'il sorte, qu'au lendemain, on dise on est prêt à travailler. Oui, mais est-ce que c'est pas une façon de tirer des... Non, justement, ça veut dire qu'on a le souci maintenant de penser au développement de Porte-Nouveau. Vous parlez de... Quand vous dites on qui, vous parlez de qui? Mais je sais que Talon est arrivé premier dans Porte-Nouveau. Non, Talon n'est pas arrivé premier. C'est Adiavon qui est arrivé premier. Non, je parle du second tour, évidemment. Du second tour. Bon, Talon est arrivé premier. Cela signifie quoi? Cela signifie que la population a commencé par en avoir marre. Écoutez, je vais vous dire une chose. Le phénomène qu'on observe à Porte-Nouveau, en réalité, peut s'expliquer par une reconnaissance de la population de Porte-Nouveau aux actions du feu Badamassi, paix à son âme. Vous savez, c'est quelqu'un qui s'était investi dans le social. Et la population est restée attachée et reconnaissante à ces actions qu'il a eu à mener. Demandez-moi si le leader actuel du PRD ou le leader charismatique du PRD, aujourd'hui, quelles sont les actions sociales qu'il mène dans Porte-Nouveau? Si vous voyez les gens être attachés à quelqu'un, sachez qu'on retrouve en celui-là, disons, des aptitudes à partager avec. C'est pas ce qu'on observe maintenant. Tout ce que vous voyez dans Porte-Nouveau, disons, comment dirais-je, l'embrigadement, non pas l'embrigadement, mais la domination du PAD sur tout parti, tous les partis confondus, même avec le régime Kérékou. Ce n'est pas parce que les Porte-Nouviens n'aiment pas Kérékou, ce n'est pas parce que les Porte-Nouviens n'aiment pas les autres, mais les gens restent reconnaissants à Badamassi, feu Badamassi. C'est finalement une reconnaissance éternelle. Badamassi est mort, ça fait il est mort, mais si vous allez faire des sondages, il n'y a pas ce quartier, vous ne verrez pas des actions de Badamassi, que ce soit des places publiques, que ce soit des assistances de tout genre. Le PLD peut continuer à bénéficier de ça, mais en attendant, nous observons que Porte-Nouveau n'est pas assaini, et c'est un fait. La mobilité urbaine est entravée par l'état inqualifiable de rues et ruelles que la mairie a le mérite d'avoir immatriculé, c'est très bien. Mais l'éclairage public laisse à désirer. Les rafles tricolores fonctionnent par tempérament, etc. Alors, on a envie de se demander à quoi s'occupe le conseil communal finalement. Qu'est-ce que vous foutez quand vous asseyez là-bas? Donc, enfin, laissez-moi vous poser brutalement la question comme ça. Que faites-vous quand vous allez vous mettre là-bas à Porte-Nouveau? Merci beaucoup. Je vais prier le conseiller et beaucoup de me permettre de réagir un peu, vu que j'ai souvent été très présent et je voudrais intervenir parce que c'est des aspects qui me brûlent. D'entrée, je dois vous dire, tout n'est pas mauvais. Tout n'est pas mauvais dans ce qu'on fait. Je n'ai pas dit ça, mais oui. Nous sommes là pour mettre le doigt sur ce qui nous préoccupe. Les questions que vous posez sont des questions très précises. Voilà. Et je dois vous dire que moi-même, je suis désolé de vous le dire. Je suis peiné de voir le système de management qui est en train d'être mis en place. Vous avez parlé des panneaux solaires. Regardez, on a donné des panneaux solaires à Porte-Nouveau.
Non, allons-y, il y en a un. Nous allons parler d'abord, et ça préoccupait Vigile, le balayage de la ville. Le balayage de la ville. Qu'est-ce que ça vous coûte de balayer la ville? Porto-Novo est une ville sale. Merci beaucoup. Ça, c'est très clair, c'est une ville qui n'est pas balayée. Tout à fait. Voilà. Pourquoi? Oui. Est-ce que c'est si difficile de balayer? Je vous remercie parce que vous mettez le doigt sur un point très saillant, le balayage, l'insalubrité au niveau de la ville. Et je dois vous dire, si nous prenons rien que le balayage, ça saute à l'œil qu'on ne balaye pas bien, ou bien qu'on ne balaye même pas. On a combien d'avenues, on a combien de rues? Mais si nous prenons les dépenses engagées rien que dans le désensablement des rues, pour 2015, ça fait plus de 100 millions. Ça fait 1 639 200. On se demande, l'argent là, ça va où? Ça fait quoi? Alors que les rues ne sont pas désensablées. On ne sent pas, même si on n'est pas riche, on peut être propre. On peut être propre. Moi, si je suis un peu tailleux sur ça, que les collègues ne disent pas ou que les gens ne disent pas que, bon, on est en train de faire, on ne fait pas un procès. En réalité, l'exécutif municipal, parce que moi je qualifie ça de comme ça, l'exécutif municipal a le droit de répondre de ça. Ça fait partie des compétences dévolues aux communes. Conformément à l'article, disons à la loi 97-029. Mais quand on prend les montants engagés et quand on voit le résultat, c'est désolant. Ça ne s'explique pas. Donc moi je suis entièrement d'accord avec vous lorsque vous dites que les voies ne sont... Prenez le cinquantenaire, prenez les pavés, et encore avec quel matériel les gens balaient? Et à quelle heure même? Et de quelle façon? C'est du saupoudrage. Moi je pense que ce que nous sommes en train de dire va permettre à notre maire de savoir comment se réorganiser à ce niveau et peut-être le soulever. Je sais que une fois, au cours du mois de décembre, il y avait une communication qui était passée pour instaurer une journée de salubrité. J'apprécie et j'admire véritablement l'initiative. Mais on n'avait pas été d'accord, surtout moi. Pourquoi? Je n'ai pas été d'accord. Contre le fait qu'on balaye la ville? Non, bien au contraire. Et on venait d'arriver. Moi, je ne voulais pas... C'est pas du populisme on a besoin. Avant de mettre quelque chose en œuvre, il faut mûrir la chose. Qu'on essaie d'apprécier les contours, les différents contours, qu'on analyse ensemble. Mais on nous a introduit subitement et ça voulait même faire partie d'un point à l'ordre du jour d'une session d'urgence. Et qu'on a essayé d'écarter l'instauration d'une journée de salubrité. L'initiative, elle est noble, mais la démarche était bancale. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? On nous introduit une communication parce qu'on était au 31 décembre et on voudrait en même temps, on était en décembre plus tôt, et on voudrait qu'on nettoie les rues pour que les gens apprécient et voient que la municipalité travaille. Mais nous, élus, on est 33. Je suppose on associe quelques agents de la mairie pour nous mettre à balayer les rues de Porto-Novo sans une sensibilisation, sans une stratégie. Quelle sensibilisation mettre en place, quel mécanisme, comment on va le faire? C'était pas organisé. C'était pas organisé, pour qu'il y ait une prise de conscience. Nous on va balayer et les citoyens, les pauvres, les gens vont revenir encore verser parce que après ils vont dire non, verser, les élus vont passer pour balayer. On a dit c'est pas possible. On peut faire de façon ponctuelle ce qu'ils sont en train de dire. On a autorisé, et j'ai voté pour, je dis de façon ponctuelle. Mais après qu'on revienne pour réfléchir sur quel mécanisme mettre en place pour que vraiment cette journée de salubrité se fasse. Il y a un véritable problème d'insalubrité. Très bien. Alors, un véritable problème d'insalubrité, M. Bekou, vous avez observé la même chose? Mais je crois qu'il y a un problème de volonté. Il y a un problème de manque de volonté, oui, ou trop plein de volonté? Manque de volonté. Comme il le disait, on n'a pas besoin d'être riche pour nettoyer la rue. Il faut mettre une politique. D'abord, il faut commencer par la sensibilisation. Il faut sensibiliser les gens. Il faut pouvoir mettre dans les coins de rue des poubelles. Mais on peut le faire comme le Burkina. Les tonneaux de 200 litres, les couper en deux et trouver des supports et les mettre partout dans la rue, dans la ville. Et ça pourrait... Déjà, ça commence par là. Il faut commencer d'abord par montrer à la population que vous pouvez, au lieu de jeter votre sachet, au lieu de jeter je ne sais pas quoi, déposez-les dans la poubelle. Et cette politique, je dis, c'est la volonté. Et pourquoi ça ne se fait pas? Pourquoi ça? Oui, mais j'ai voulu commencer. C'est la volonté. C'est ce que je disais. Parce que ce que vous dites, les gens, tout le monde le sait. Mais ça dépend des hommes. Il a parlé de l'exécutif. Ça dépend des hommes. Est-ce qu'ils ont cette volonté? Est-ce qu'ils ont envie de le faire? Parce que c'est une ville où on ne dit rien. Non, ne dis pas il, monsieur Bekou. Vous êtes membre du conseil municipal. Mais je ne suis pas. Mais je suis pas dans l'exécutif.
Oui, d'accord, mais allez le lundi, ce que vous dites ici, vous aurez mieux fait de dire ça dans le conseil municipal. Mais tout de suite, on vous dira que vous êtes contre. D'accord, mais si on le vous... Parce que vous n'êtes pas là, que vous critiquez. Ça a été toujours comme ça. Oui, d'accord, mais vous aurez au moins le mérite de le dire. Mais sinon, pour nettoyer une ville comme Porto-Novo, c'est pas quand même une grande ville. Et on peut le faire. C'est une grande ville. Non, mais c'est la plus petite commune. C'est la plus petite. Je parle en superficie. C'est pas une grande superficie. Et déjà, à partir de même avec les chefs quartiers, nous avons 83 chefs quartiers. On peut confier le nettoyage de chaque quartier à un chef quartier qui peut organiser son quartier et il y aura des sélections de meilleurs quartiers comme se fait partout, le quartier le plus fleuri, etc. C'est une question de volonté de l'exécutif. Très bien. Alors, l'autre chose qui vous marque quand vous débarquez dans Porto-Novo, c'est l'état des ruelles. Enfin, c'est incroyable que comme c'est difficile de se déplacer dans la ville de Porto-Novo, surtout quand il y a 2 gouttes de pluie qui tombent, oui, c'est fini, il n'y a plus de chaussée. Et pourtant, par le passé, on nous a parlé d'engins qui auraient été acquis par la mairie pour reprofiler les villes, les rues, pour, comme on le dit à Porto-Novo, gratter tout au moins, et nous permettre de circuler. Mais pourquoi au moins ça aussi vous ne pouvez pas le faire. L'engin que vous avez acheté manque de carburant, mais il y a du carburant au bord des rues. Faites quelque chose, bon sang. Merci. Monsieur Adou, et je dois vous dire que c'est vrai, c'est regrettable. La population ne demande pas beaucoup. Qu'ils vous souviennent, au début de notre mandature, à peine on était installé. Bon, comme le disait un prédécesseur ici, on avait constaté que les voies étaient grattées. Ça avait fait écho dans les revues, mais ça avait fait aussi la joie de la population. Ça a été constaté. Les gens ont crié Alléluia. Cette magie qui a eu un effet en son temps, apparemment la magie a disparu. Et moi je dis, c'est un peu regrettable, mais quelque part, il faut qu'on analyse, il faut qu'on soit objectif. La mairie dispose d'un engin, c'est vrai, d'une niveleuse, mais qui, depuis un moment, ne travaille plus. C'est en panne, c'est ça? C'est en panne. C'est pour cette raison nous avions décidé en conseil d'acquérir une nouvelle niveleuse. C'est vrai, je ne m'attarde pas sur les conditions, les procédures d'acquisition, je ne veux pas en parler. Mais ça aussi, ça pose problème. Je ne veux pas en parler puisque ce n'est même pas encore. Mais tout ce que je sais qu'il y a une volonté, parce que cette fois-ci, on a décidé d'acheter une niveleuse neuve. D'accord. Mais le mal, est-ce qu'il faut attendre l'acquisition de cette niveleuse pour faire quelque chose? C'est là où je dis, le style de management pose problème. En réalité, c'est pas nous qui décidons de voir à reprofiler, à recharger. Ah d'accord. Qui décide de ça? Non, quand je dis nous qui ne sommes pas dans l'exécutif, c'est l'exécutif qui décide. Il y a la municipalité qui va se réunir et peut-être discuter avec le maire, tout ça là. Si quelque chose vient en conseil, c'est en conseil, nous on parle. Moi, je n'ai pas autre canal pour parler. Je peux aller voir le maire. Encore qu'il faudrait que je sente cette disponibilité. Il n'est pas disponible, le maire? En tout cas, je ne dis pas plus. Si vous suiviez l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, le maire devrait être écoutant. Me concernant, avant qu'on aille voir quelqu'un, il faut que vous sentiez cette ouverture à son niveau. La population de Porto-Novo et toute population d'ailleurs ne demande pas plus. Qu'est-ce qui caractérise le développement d'une ville? Qu'est-ce qui fait la fierté de la population? C'est les voies, c'est la salubrité au niveau de la ville. C'est peut-être quoi encore, je ne sais pas. Mais il faut que le cadre de vie, c'est l'éclairage public. Il faut que le cadre de vie des gens vraiment quand même leur soit confortable afin qu'ils puissent vous apprécier. Ce qui est désolant, on aborde même la saison des pluies. Rien n'a été fait concrètement. Pour préparer la saison de pluie. Tout au moins à Cotonou, on entend passer. C'est vrai qu'on a curé quelques caniveaux, je le dis au passage. Mais j'avoue que c'est pas ça. C'est pas la hauteur de ce que nous espérons pour Porto-Novo. Très bien. L'autre chose aussi qu'on a vu, observé ces derniers temps, Vigile, c'est des panneaux solaires qui sont envoyés dans des rues, etc., de façon presque sélective. On n'y comprend rien. Comment est-ce que vous avez choisi les rues dans lesquelles vous avez envoyé
ces panneaux lorsqu'on sait que le délestage tient au collet les Porto-Noviens et que la ville est constamment ou quasi constamment dans l'obscurité, monsieur Biokou. Enfin, vous, peut-être que vous pourrez nous renseigner puis que vous n'y allez plus même. En parlant des panneaux solaires, on souhaite la bienvenue à cette politique. Je crois que c'est une politique. Il paraît qu'on en a reçu combien? 450, c'est ça? Je ne saurais vous dire le nombre. Ah bon, vous ne savez pas le nombre vous-même? J'en reviens. Ce que je sais, Ah bon. je sais que c'est l'exécutif qui nous a donné, qui nous a fait gratifier de ces panneaux pour les différentes villes du Bénin. La répartition, franchement, je ne peux pas le dire, je ne saurais pas vous le dire, comment ça s'est réparti au niveau de la mairie. Mais toujours est-il que les endroits de la ville qui ont besoin de ces panneaux, non pas, je retrouve dans un coin d'une maison trois panneaux. Et ces panneaux cherchent quoi là? C'est pour éclairer. Mais oui, mais dans une rue, je veux dire, c'est une agglomération de maisons. Soyez plus précis. Non, mais il faut, le peuple, la population. Bon, vous savez de quoi il parle? Oui, Soyez plus la précis, population monsieur a Biokou. besoin des panneaux, pour voir, il faut. C'est dommage ce qui se passe. Oui, mais monsieur Biokou, oui, on fait tout. Ce que vous dites là, vous êtes le seul à le comprendre, ou bien c'est un code que les gens du conseil municipal comprennent, mais je ne suis pas si sûr que les auditeurs comprennent ce que vous êtes en train de dire. Il le sait bien que moi. Alors, il le sait bien que moi. Bon, dans ce cas, on lui donne la parole alors, monsieur Yankouti. Non, mais je vous remercie. Vous savez, c'est une grande tristesse pour moi. C'est une grande tristesse. Nous répondons tous de l'action du conseil municipal. Mais lorsque vous n'êtes pas associé aux décisions, comment pourriez-vous être responsable des actions? Je vous dis, on a amené des panneaux solaires. Le conseil même n'a pas, il n'y a pas eu session, on n'a aucune information formelle, il n'y a pas eu de communication pour qu'on puisse au moins donner notre point de vue et quelle serait la clé de répartition. Qu'est-ce que vous pensez? Donc vous êtes en train de me dire là, monsieur Yankouti, que vous ne savez même pas le nombre de panneaux qu'on a reçus Je à ne Porto-Novo, c'est ça? sais même pas le nombre de panneaux. Parce qu'il n'y a pas une session où on nous a parlé des panneaux solaires pour nous demander aussi tout au moins notre avis. Il n'y a pas aucune session, on n'a fait cas de ça. Aucune session. Et je viens, permettez-moi d'aller parce que c'est un point. Eh ben voilà, c'est ce que ça coûte d'être ultra minorité dans un conseil Non, municipal. justement, c'est pour cela et je vous remercie pour l'occasion que vous nous donnez de nous exprimer parce que cela participe de la reddition des comptes. Je me suis donné une peine, personnellement, de faire une investigation à ce niveau. C'est pour cela que je disais à M. Biokou d'être plus précis. Et moi, je ne veux pas faire une langue de bois. Parce qu'on est là, c'est pour dire la vérité. La population doit comprendre. Nous prenons les panneaux solaires. Je vous dis, je suis triste. J'insiste encore là-dessus. On n'a pas fait de session, donc on ne connaît pas. Ça veut dire qu'après, on va nous rendre compte de comment on a géré. Et comment on a géré? Je regarde un peu. Je prends d'abord la rue du maire, le maire. La résidence Les Palmiers, vous connaissez bien la résidence Les Palmiers. C'est l'une des résidences les mieux éclairées de Porto-Novo. Moi, j'aurais souhaité, je laisse ça d'abord, je prends la rue du maire, vous rentrez dans sa rue, d'un côté, vous voyez les lampadaires de la SBE. Il y en a 9 qui s'allument. Et de l'autre, les lampadaires Et solaires. maintenant, de l'autre côté, on place 12 panneaux solaires et devant sa maison, on place 2 panneaux solaires. Donc, de telle sorte que dans la même rue, on voit la nuit les lampes s'allumer de part et d'autre. Non, c'est la rue éclairée. Je viens. Laissez-moi, c'est un point qui me préoccupe. Je me suis dit, d'accord, bon, je fais encore des investigations, je constate qu'il y a une autre rue. Là, je tais le nom. Il y a une autre rue, mais je me rends compte que on a éclairé la rue, peut-être c'est fait de façon sélective, jusqu'au niveau d'un bailleur de fonds du parti PRD. Et parce que l'enfant aussi travaille à la direction des services techniques. Je dis quelqu'un qui est proche de lui. Moi, je vais mettre direct s'ils veulent qu'ils viennent. Non, moi, je suis prêt pour un débat contradictoire. Et on constate que... Vous ne nommez pas. Vous non, je ne veux pas nommer parce que les gens se connaissent. Si vous nommez pas, la personne ne peut pas venir. Non, j'ai nommé le maire. De l'autre côté, je tais parce que c'est je ne veux pas nommer parce qu'il n'est pas responsable. Très bien. Hein? Je continue. Permettez-moi sur cette question-là. Parce que j'ai noté des choses sur ça. Et puis, je constate que dans la même zone, il y a la rue qui mène chez le président Talon.
Je ne dis pas qu'il n'y a pas de panneaux maintenant. Hein. Les autres s'allument déjà. Il a fallu que l'association Task Force écrit au maire pour dire comment vous pouvez négliger la rue du président Talon. C'est maintenant, vous allez là maintenant, vous allez voir les poteaux, ils sont par terre, juste devant la maison du président. Moi, je dis une chose. Donc, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de plan de répartition. C'est affaire au pifomètre. Laissez-moi, c'est ce que je constate. Je ne dis pas, on n'est pas chef pour se servir. Et je suis sûr que même le président Talon, en voyant ça, ne serait pas trop d'accord. Si, tel que les autres même n'en jouissent pas, mais lui ne demande pas tout ce privilège. C'est bon de le faire. Je ne refuse pas. Ce que je souhaite, c'est ceci. J'ai continué mes investigations. Je suis allé, la maison dont parle le collègue Biokou, il n'a pas été bien précis. Je voudrais vous dire ceci. J'ai été même derrière la maison du président Mbedi. Derrière la maison du président Mbedi, ça tombe dans une collectivité. C'est tout ça, il parlait. Il y a un portillon par là. Un portillon, certainement. Moi, je ne décris pas le plan d'une maison, hein, mais je constate que ce n'est pas une rue, ce n'est rien. Mais on met dans cette maison des panneaux solaires pour éclairer l'issue de sortie. Mais je dis, et je constate que c'est les autorités. Vous prenez aussi bien honorable, aussi bien maire, ils se sont répartis. Donc c'est dans les rues des autorités que sont installés les panneaux solaires. Si vous venez, vous allez faire le constat. Maintenant, je vais plus loin. Je me suis donné une peine d'aller à Bokou. Je suis allé à Bokou parce que les informations me sont parvenues comme quoi il y a eu des panneaux là-bas. Mais quand je faisais mes investigations à partir de fin pavé pour prendre la voie de l'Opodi, vous allez dénombrer environ une 50aine de panneaux solaires alignés dans une zone de faible concentration. Ça va checker, cette voie mène checker. Non mais je ne sais pas. Vous savez, vraiment, il n'y a que la mairie pour justifier ça. Moi, même si c'est des zones de grande insécurité, lorsqu'on nous donne des panneaux solaires, s'il y a coupure, tout est noir dans la ville. Comment créer des points illuminés? Ça, c'est des questions auxquelles on devrait répondre. C'est des préoccupations sur lesquelles... Donc ces 50 panneaux éclairent la brousse. Ça éclaire la brousse. C'est la brousse que ça éclaire. Et moi, je suis peiné. On voit même certains élus qui en ont devant leur maison. Moi, je dis, c'est grave. Et la population en a besoin. Il y a des zones où il en faut, on n'en a pas mis. Et dans ces conditions, on va nous demander de répondre. On est responsable. Vous pensez que moi je suis le porte-voix des sans-voix. Mais c'est pour ça moi je ne veux pas faire une langue de bois. C'est pour ça que je voudrais que si le conseiller Biokou, je regrette que les conseillers, les collègues du PRD ne soient pas là. Non, ce n'est que partie remise. Ils n'ont pas dit qu'ils ne sont pas là. Vigile, on va pouvoir bien les mobiliser parce que là vous faites des déclarations quand même suffisamment graves. Et vous voyez, bien sûr, il va falloir qu'ils nous apportent les éléments de réponse qui vous contredisent. Monsieur Adou, c'est dommage. C'est dommage. Et c'est une faveur quand on éclaire une rue. Quand on vous éclaire une rue, c'est comme c'est une faveur de la mairie. On en fait une affaire une affaire politique. Hein, voilà, vous nous avez suivis et vous avez voté pour nous. Voilà, on va éclairer votre rue. Mais donc, si vous n'êtes pas, vous ne les avez pas votés, vous n'avez pas de panneau. Alors que le gouvernement n'a pas donné ça pour sélectionner. C'est ça le problème. Il faut, je crois que ce passage à cette antenne réglera beaucoup de choses. Les vous pensez oui, ils sont pareils. Les Porte-Noviens sont pareils. Les rues sont pareilles. Il faudrait qu'on arrive à éclairer cette ville. Parce que quand vous voyez, quand il y a coupure de courant dans cette ville, mais c'est plus qu'un village. Et Dieu sait qu'il en a pas 7 ans. Oui. Mais il n'y a que ça. Il n'y en a que ça. Il n'y a que les coupures de courant maintenant. Non, je crois que ça doit changer. Il faut que ça change. On n'en veut à personne. C'est pas un débat de personne. Nous voulons que ça change dans la ville. Parce que là, les gens ils comprendront autrement. Hein. Non. Moi, je n'en veux à personne. Hein. Ce que je dis, je pense que le peuple a besoin. La population doit comprendre. On n'est pas responsable pour se servir. Non. Moi, je n'en veux à personne. Il faut que ce que nous sommes en train de dire, que les gens comprennent la pertinence. Si je le dis, c'est parce que on m'avait donné la possibilité de me prononcer en conseil municipal. J'allais demander, monsieur le maire,
quel est le nombre que vous réservez pour les administrations municipales, pour les centres de santé, pourquoi pas les CEG, parce que les gens... Par exemple, et avoir une idée. Et demander maintenant quelle serait la stratégie de répartition, quelle serait la clé de répartition du reste. Combien mettons dans chaque arrondissement, par exemple? Parce que le tout ne suffit pas de concentrer les lampadaires solaires dans une rue. On peut créer des points lumineux. Quand il y a coupure, qu'on puisse créer ces points-là de telle manière que au moins ça puisse rassurer par rapport à la sécurité, par rapport à la circulation. Lorsqu'il y a coupure, vous prenez certains boulevards, tout est noir. Mais on laisse ça, on va mettre les panneaux solaires dans la brousse. Hein? Je dis, quand je parle de beaucoup, fin pavé là, allez, vous, ce n'est pas perdu. Hein? C'est pas une brousse, mais... Non, ce n'est pas une brousse. Et sans que vous avez... Mais c'est fait à dessein. Oui, c'est comment? Moi, je comprends pas. Expliquez-nous. Moi, je comprends pas. C'est fait à dessein. Bon, ok. Bon, on évolue. Monsieur Biokou n'est pas apparemment très inspiré sur ces questions-là ce matin. Enfin, il fait la langue de bois. Non, j'ai pas envie de dire ça. Enfin, il est très réservé. Alors, il y a un auditeur. On n'aura pas malheureusement le temps de prendre nos auditeurs ce matin parce que les questions que vous abordez sont suffisamment importantes. Donc, les auditeurs souffriront de nous écouter. Mais il y a quelqu'un qui a eu quand même le courage de nous envoyer un message par WhatsApp que j'aimerais relayer. Et parlant du désensablement de la ville, il pose un problème important. Il dit depuis 5 ans, la mairie de Porto-Novo doit à son association qui balaie la ville et que cela date du temps du maire Bernard Dossou. Ils ont travaillé pendant des mois et puis ils ont balayé et tout et on ne les a pas payés. Est-ce que la coopérative Ousmari, par exemple, alors est-ce que ça n'explique pas le fait, d'abord il y a un problème, vous dites qu'on dépense beaucoup d'argent et que ça ne se voit pas dans la ville, et voilà, lui il dit que ils ont travaillé, ils n'ont pas été payés, enfin on ne comprend pas. Moi j'ai avancé un montant qui a été payé et je reconnais qu'il y a une ardoise que les municipalités précédentes ont laissée, qui n'est pas des moindres, je crois que ça doit tourner autour de 600 millions. Donc cela ne me surprend pas si un auditeur le dit ainsi, mais je crois qu'il faut une stratégie d'appurement de ces dettes. Et il revient à la municipalité et à l'exécutif surtout d'élaborer un plan d'appurement. Moi, je ne saurais défendre, disons, la municipalité sur ce point, parce que je sais que chaque jour que Dieu fait, il y a des dépenses. Et si on donne priorité à une dépense, on peut la faire. Moi je dirais qu'une administration, c'est une continuité. Étant donné que les municipalités sortantes ont laissé des ardoises, normalement, ça vient automatiquement, ça vient en report à nouveau. Et ils devaient nettoyer ces dépenses. Et causer, mais il faut avoir des ressources pour ça. Oui, mais il y a des ressources, c'est une politique, c'est une organisation. Et il faut payer un fournisseur. Mais écoutez, vous voyez, selon les entrées, vous n'allez pas payer les 600 millions du coup, mais on pourrait payer à tempérament. Mais c'est une question d'organisation. Et c'est dommage, je le dis et je me répète, c'est qu'on ne laisse pas, il faut qu'on laisse l'administration de la mairie travailler. Il faut que les hommes à la tête de cette décision... Qu'est-ce que vous dites comme ça, M. Biokou? Ceux qui gèrent la ville de Porto-Novo sont des majeurs vaccinés. Oui, mais qu'est-ce qui les perturbe autant? Mais pourquoi ils ne payent pas un fournisseur depuis combien d'années? Depuis plus de 12 ans. Mais il y a une mauvaise foi. C'est parce qu'on préfère mettre l'argent là où on peut retrouver quelque chose. Et c'est ça, c'est les choses qu'il faut dénoncer. Et c'est pourquoi, je dis moi, quand je vais arriver, vous allez entendre, ça va faire du bruit quand je vais rentrer dans quand je vais régulièrement répondre aux appels. Mais c'est ce qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire, monsieur Biokou. On le souhaite. Moi, je ne suis pas là, je n'accepterai pas. Est-ce que vous prenez l'engagement de reprendre de retourner au conseil municipal quand même? Mais aujourd'hui, je vous... Monsieur Yankoti, tout au moins, a besoin de votre présence. Mais je vous le promets. Enfin, il m'a soufflé ça ici. Je vous le promets. Mais c'est même pas parce que je suis passé ce matin, je savais que toutes les réunions maintenant, toutes les sessions maintenant, vous seriez présent. Je serai là. Merci. Je me verrai avec vous. Mais moi, et vous allez entendre, monsieur Yankoti, mais je ferai au-delà de ça. De toute façon, on sera à l'écoute, vous nous rendrez compte de ce que vous faites. Mais en attendant, on observe également dans Porto-Novo
a cédé au marché Wando. Enfin, il y a une grosse pagaille dans ce coin-là. Et puis, on demande aux gens de reculer, ils reviennent sur la chaussée pour circuler. Enfin, on prie tous les saints chaque fois qu'on passe devant Wando pour ne pas écraser quelqu'un. Alors, comment se fait finalement le marché dans la ville de Porto-Novo? Wando, le grand marché, à Huangbo et tout le reste, comment ça se gère? Je vous remercie. Par rapport à la gestion du marché Wando, je dois vous dire, c'est une désolation. Vous savez, la municipalité de Cotonou court pour que l'État, le pouvoir central lui laisse tantôt pas et il ne le fait pas. Parce qu'ils savent qu'il y a une manne là, il y a des ressources là. Nous avons la chance d'avoir le deuxième marché du Bénin, le marché de Wando. Mais je vous dis, on ne peut pas dire là où on est aujourd'hui. Financièrement, il paraît que ça ne produit pas grand-chose. Non, mais c'est justement là où j'allais. Ça ne produit pas grand-chose. Moi, j'allais en attendant de venir sur l'aspect sécuritaire. C'est très curieux. Je vous dis, nous, on a le deuxième marché. On ne peut pas dire la valeur ajoutée de ce marché au développement de la ville de Porto-Novo. C'est vrai, souvent, on insère dans les lignes du budget les recettes. Alors, on va voir. Mais on dépense concrètement combien? Mais lorsque vous observez de près ceux-là qui ont la gestion de ce marché, on sent une aisance depuis toujours. Bon, le marché est pauvre, les gestionnaires du marché sont riches. Voilà, c'est ça, c'est le paradoxe. Et je vais vous dire ceci, lorsqu'on veut faire des réformes et qu'on sait qu'on vient, on dit souvent que nous n'avons rien. Dans Porto-Novo n'a rien. Le peu que nous avons là, comment nous gérons? Lorsqu'on vient dans un pays, on s'attaque au poumon économique. Vous prenez le Bénin, on va dire, les réformes s'orientent vers le port. Mais aucune réforme ne s'oriente vers le marché Wando. Et c'est désolant. Et vous allez dans ce marché, les portails, les grands portails, tous se sont envolés. Les portails ne sont plus là. Alors que les gens laissent les marchandises là. Vous allez dans le marché, les gens ont laissé même leur emplacement dans le hangar pour occuper les trottoirs. Ça pose un problème de sécurité. Que Dieu n'ose qu'on n'observe pas ce qu'on a vu à Topa. Le jour où ça va se produire dans ce marché, ce serait une catastrophe. Ce n'est pas fini. Vous allez dans ce marché, les toilettes ne marchent pas, le courant ne marche pas. Et les gens, les femmes payent. Les pauvres dames payent. Et bon, c'est maintenant on a installé les panneaux solaires dans l'allée principale de la ville de Porto-Novo. Et je dis c'est désolant. De la ville ou du marché? Dans le marché de Wando. Et je vous dis... Est-ce qu'on a mis au moins quelques lampadaires? Je suis allé moi-même dans le marché. Il y a même des puisards à ciel ouvert. Des puisards. Il y a un puisard qui a avec de l'eau. Si quelqu'un... On a juste protégé avec une feuille de tôle. Et il y a des gens dans le marché. La municipalité n'en fait véritablement pas un problème. Et moi, j'invite, disons, les membres du conseil. Ce que je dis, je ne m'attaque pas. Je m'attaque à un système. Il y a un auditeur qui vous demande le marché de Wando, ça fait combien de places occupées? Je ne saurais le dire, puisque nous-mêmes, on n'a pas d'informations. Mais c'est incroyable cette rétention d'informations au niveau du conseil municipal. Vous êtes le conseil municipal, mais vous ne savez rien. Vous savez, chez eux, c'est la stratégie. Il faut les capter pour qu'il n'y ait pas les informations. C'est comme ça. Les informations qui peuvent être connues sont connues. Mais ça, je pourrais vous dire que il faut même une organisation. Il n'y a pas une comptabilité analytique au niveau du marché. Là, lorsque nous-mêmes, on ne peut pas dire quelle est la rentabilité de ce marché. Qu'est-ce que ce marché dégage? Qu'est-ce que ça rapporte pour qu'on puisse l'utiliser dans le développement de la ville? Vous ne savez pas, mais ce que ça rapporte, je vous l'affirme, ce que ça rapporte est insignifiant. Et je vous dis, c'est le marché qui produit encore le plus d'ordures. Or, l'ordure, c'est ça qui coûte encore une bonne partie du budget de la mairie. Le ramassage, le transport des ordures. Vous voyez? Et on ne saurait savoir ce que rapporte ce... C'est vraiment grave. Il n'y a pas de porte, rien. Oui, mais monsieur Bioko, mais pourquoi? Le problème, c'est comment attribuer ces marchés. Comment on attribue ces marchés? Non, on attribue les places dans le marché. Non, je dis... Mais non, c'est la mairie même qui gère le marché. Mais écoutez, il faut attribuer les marchés. Il faut un appel d'offres. Quand on ne peut pas gérer, on attribue à des opérateurs économiques et on attend des résultats, on demande des résultats à ces opérateurs. C'est ça ce qui devait normalement être fait. La mairie ne peut plus gérer le marché de Wando parce que ça dit tout se dégrade. On n'apporte plus, il n'y a plus d'innovation, on n'investit plus dans ce marché. Et pourtant, Dieu sait que ça, vous disiez tout à l'heure, le marché ne rapporte pas, c'est pas vrai. Les gens payent, il y a du monde dans ce marché. Enfin, dans les résultats de la mairie, ça ne rapporte pas. Oui, mais c'est parce que ça profite à ceux qui gèrent, au lieu que ça profite à la mairie. Ça, je ne peux pas l'affirmer par contre. Non. Je ne peux pas l'affirmer. Alors, vous voyez, nous n'avons plus beaucoup de temps. Les problèmes de la ville de Porto-Novo, on saurait en parler en 90 minutes. Et c'est bien pour ça que nous avons pris l'engagement, Vigile et moi, nous avons fait le vœu à nous-mêmes de convier régulièrement des gens pour venir parler de Porto-Novo. Nous le ferons
autant de fois que cela sera nécessaire pour que les choses se fassent normalement dans cette ville. Nous n'avons plus que 3 minutes et je voudrais vous laisser le soin, chacun de dire en 1 minute, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant que nous avons dénoncé tout ça, fait les constats, etc. On fait quoi? On croise les bras, on les regarde? Non, je vous remercie. Je crois que ce qu'on doit faire, c'est ça qu'on a commencé par faire. Et je voudrais inviter les collègues du PRD à ne pas prendre cela comme des invectives où on pense que c'est peut-être un problème de personne, loin de là. Et nous sommes disposés, en tout cas personnellement, moi je suis disposé et je pense que on ne fera pas que critiquer. Il faut aussi qu'on fasse des propositions et nous ne manquons pas de faire des propositions. Et je dois aussi faire un appel pour dire à la population de Porto-Novo, il faut qu'elle-même elle se libère. Il faut qu'elle se libère. Et comme je l'ai dit tantôt, je n'ai fait de procès à personne. Et tout ce qui se passe dans Porto-Novo relève même de la volonté du peuple ou de la population de Porto-Novo. Voilà ce que moi je peux dire. Et je finis par ceci. Et je suis confiant et très confiant que le meilleur reste à venir. On est en train de faire 1 an. Il y a tellement de problèmes, aussi bien au niveau de la gestion des ressources humaines, au niveau de la mairie, on n'a pas eu le temps d'aborder, au niveau de l'élection des chefs quartiers, où on prend en otage toute la population, on n'en a pas eu le temps d'en parler. Il y a beaucoup de choses. Mais parlons des choses qui sont déjà visibles d'abord, la mobilité dans la ville, l'éclairage public, l'assainissement. Ces choses-là nous préoccupent d'abord, le reste, c'est une cuisine interne à la mairie. Je vous remercie beaucoup. Vous gérez ça entre vous, Monsieur Biokou. Alors, moi, je dirais aux collègues et à tout politique de la ville capitale qu'il faut des cellules de critique. Il faut critiquer. Quand vous êtes dans un creuset, il doit avoir le moins et le plus. Et c'est ça c'est de là que nous avons la lumière. Alors, Porto-Novo aujourd'hui a besoin de ce genre de truc. Il faudrait que les fils et les filles de Porto-Novo se réveillent pour prendre en main le bonheur, la destinée de leur vie. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui viendra d'ailleurs. Il n'y a pas, c'est pas une personne qui fera le bonheur de cette ville. C'est nous tous. Il faudrait que nous nous mettons la main dans la main, qu'on parle de Porto-Novo. Et voilà le seul moyen pour Porto-Novo de s'en sortir. Très bien, votre appel a certainement été entendu par les Porto-Noviens qui, je l'espère, ont écouté cette émission. Mesdames, Messieurs, c'est le moment de rendre l'antenne. Charlemagne Yakoti, conseiller municipal à Porto-Novo, il est élu Union Fela Nationale, donc un peu le seul garçon hirondelle dans ce printemps du PRD à Porto-Novo. Et David Biokou, lui, qui est conseiller municipal aussi, élu PRD, mais qui apparemment n'est plus en parfaite harmonie avec le PRD. Ils étaient aujourd'hui nos invités. Mesdames, Messieurs, merci d'être venus. Monsieur, merci d'être venus nous écouter, nous éclairer en direct de votre lumière sur l'actualité de Porto-Novo. Georges Kono Manette, Wilfried Adon et Vigile Awansé, nous vous remercions de votre fidélité. Rendez-vous dimanche prochain, si Dieu le veut. Le grand rendez-vous.